Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. La troisième partie de la Shadow March vient de se terminer et je vais vous raconter ce qui s'est passé. Avant qu'on commence, rapidement, je vous explique un petit changement dans le fonctionnement. Je vais essayer de rendre ça plus court, plus simple et d'aller un peu plus à l'essentiel. Honnêtement, chaque partie est très très dense parce qu'en fait, il y a une composante politique qui est en train de se mettre en place petit à petit. Moi, j'ai beaucoup de choses dans le background de la campagne et tout à délivrer aux joueurs. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Donc, je pense que ça va devenir de plus en plus difficile à suivre, forcément, en termes de niveau de complexité. Et j'ai envie de garder les épisodes relativement courts. Ce qui fait que sur des aspects mécaniques, s'il y a vraiment quelque chose d'important que j'ai envie de vous présenter, je ferai une vidéo comme je l'ai faite la dernière fois. Dans cette partie, vous allez voir, il y a un voyage et j'ai utilisé la mécanique que j'avais commencé à laquelle j'avais réfléchi et dont je vous ai fait part dans une vidéo précédente. Je vais pas la détailler ici. Deuxième chose, je vais peut-être sauter un peu plus des petits détails liés aux personnages, des petites interactions qu'ils ont, pour vraiment que vous ayez plus une vision de l'intrigue et du déroulé. Je pense que c'est de ça que vous apprendrez le plus, ou en tout cas que vous pourrez vous inspirer, vous apprendre. Vous apprendre et à laisser, vous pouvez, c'est plutôt ça. Et voilà, je pense que c'est en vous montrant ce qui s'est passé, en essayant de vous dire ça je l'avais préparé, ça je l'avais pas préparé, que vous pourrez vous faire un peu plus une idée de comment je procède et que je pourrais vous faire gagner un peu de temps. Si vous essayez vraiment de suivre les histoires de personnages, de suivre une pure narration, il y a des formats plus adaptés, les actual play tout simplement. Donc je peux pas vous relater tous les petits détails et tout, on va essayer d'être un peu plus direct. Donc sans plus attendre, on est parti. Donc, très bref récap de l'intrigue. Ça aussi, je vais essayer de le faire plus court. Si vraiment vous voulez comprendre là où on en est, il faut regarder épisode par épisode et je sais qu'on perdra du monde en route, mais tant pis. Il faut être raisonnable. Très rapidement, nos personnages sont des évadés d'une mine dans laquelle ils étaient esclaves. Suite à la fuite de cette mine, ils sont contraints de rester ensemble parce qu'ils sont liés par un sceau. Un sceau qu'ils essaient de se faire retirer. Ils ont fait la rencontre d'une faction qui s'appelle les Chevaliers du Franc-Pays. Ils sont actuellement dans le camp des Chevaliers du Franc-Pays. Les Chevaliers du Franc-Pays, c'est des sortes de rebelles qui luttent contre le baron qui avait réduit les PJ en esclavage. À la fin de l'épisode précédent, les PJ décident de se rendre à Tarasco. Ils comprennent que là-bas, ils pourront retrouver le baron, peut-être se venger, et que potentiellement, vu que c'est l'esclavagiste, le baron qui leur a posé le sceau, ce sera le meilleur moyen de se le faire retirer. Alors il y a déjà une partie du groupe qui a réussi à se faire retirer le sceau grâce à l'aide d'une guérisseuse dans ce même camp de Chevalier du Franc-Pays, mais il y a un PJ qui a encore le sceau sur lui, et la plupart des PNJ qui les accompagnent, parce qu'ils ont sauvé toute une tripotée de PNJ marqués par le sceau, la plupart des PNJ qui les accompagnent ont encore le sceau sur eux, qui leur est apposé. Donc, ils décident de partir vers Tarasco. Rapidement, qu'est-ce qui se passe dans le camp des Chevaliers du Franc-Pays ? Il y a deux choses importantes à retenir. Déjà, ils récupèrent de l'équipement que Eildrad, une de leurs potes forgeronnes, leur donne. C'est ici que leur chemin se sépare. Elle faisait partie des esclaves de la mine comme eux. Elle leur dit bah voilà un petit peu d'équipement. Nous les chevaliers, on est des rebelles. On peut pas vous donner tout ce qu'on a. On a besoin de matériel. On est déjà à court de matériel. Mais en voilà une partie. Vous êtes mes potes et tout. Je vous enfile. Il y a également Locke qui est un peu le lieutenant, pas le chef des chevaliers. La chef des chevaliers n'est pas là. Le lieutenant des chevaliers qui leur confie une mission, qui leur dit voilà un étui dans lequel se trouve un message secret. Il faut que vous le posiez dans un puits asséché que vous trouverez à l'entrée de la ville de Tarasco quand vous arrivez. Donc les PJ comprennent que c'est un message peut-être pour un contact des Chevaliers du Franc-Pays à Tarasco. Locke leur dit ne l'ouvrez pas s'il vous plaît. Et pour les récompenser entre guillemets de ça, parce que les PJ et les Chevaliers du Franc-Pays n'ont pas vraiment le même agenda, ils auraient pu rejoindre les Chevaliers du Franc-Pays mais c'est pas leur décision. Donc il leur faut un paiement entre guillemets, Locke le comprend bien. Il leur donne toute la nourriture qui leur sera nécessaire pour le voyage. Et ensuite nos PJ partent en voyage. Accompagné encore une fois par plein de PNJ. Je passe les détails sur ces PNJ, je vous en parlerai le jour où il y a une grosse révélation ou un gros truc. Sachez une chose, avant qu'on parle du voyage, il y avait potentiellement des trucs à faire dans ce camp des Chevaliers du Franc-Pays que nos PJ ont raté. Je vous en parle pas parce que je veux vraiment éviter le spoil. C'était juste pour vous dire un des aspects du bac à sable. On peut rater des trucs et c'est pas grave. Je rappelle également qu'il y a des horloges, je vous en ai parlé la dernière fois. Les horloges, c'est des trucs qui tournent, donc si les PJ font rien, perdent du temps, etc., il y a des événements qui se déclenchent, donc ça oblige à faire des choix. Les PJ, même s'ils peuvent un peu oublier ces horloges, parce que c'est une mécanique qui est en background, que je gère de mon côté secrètement, peuvent un peu oublier l'existence de ces horloges, mais je leur rappelle quand même à la fin des parties et tout, pour qu'ils en restent conscients. Donc nos PJ partent en voyage. La première chose qui se passe pendant le voyage, c'est que pendant la nuit, dans leur campement, certains des Bill et des Bob, comme on aime à les appeler, c'est-à-dire tous les PNJ un peu sans nom, qui sont pas, à la base, qui n'étaient pas censés être importants, mais qui se trimballent, les PJ, parce qu'ils sont liés par le sceau à ces gens, j'ai décidé de les mettre un peu en avant.
c'est pas parce qu'ils s'appellent Bill et Bob qu'ils n'existent pas. Donc on garde le running gag de les appeler Bill, Bob, Barbabill, Bill, Cyclette, enfin on rigole de manière très méta là-dessus, on leur donne des noms un peu débiles, mais j'avais envie qu'on comprenne qu'ils soient bel et bien présents dans cet univers qu'ils existent. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé que les Bill et les Bob, eux, ils ont pas envie d'aller à Tarasco. Vous voyez, les PJ, en allant à Tarasco, ils vont droit vers le baron, leur ancien ravisseur, qui peut sembler un petit peu dangereux aux Bill et aux Bob, qui sont des paysans qui n'ont pas l'esprit aventureux, qui ont juste envie de rentrer chez eux, et qui sont contraints de suivre les PJ, parce que sinon ils crament à cause du saut. Et donc ils tentent une petite rébellion. Donc le seul PJ qui est encore lié au saut, c'est Nathias. Et donc ce que je dis, c'est qu'une nuit, Nathias se réveille et les Bill et les Bob sont en train d'essayer de le bâillonner. Ils font une sorte de mutinerie. Ils ont attaché certains récalcitrants. Donc il y a la moitié des Bill et des Bob qui sont des traîtres, l'autre moitié se sont fait ligoter à des arbres. Et Bill, le chef, c'est vraiment Bill. Je pense que c'était important que le chef des mutins porte le nom des Bill. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeux de mots à faire avec Bill. Bill essaye d'attacher Nathias, mais Nathias se réveille et il arrive à lui mettre un coup de dague et la situation se retourne vite en défaveur des Bill et des Bob grâce à de la chance et surtout au fait que le profil des Bill et des Bob, c'est paysans, donc ils sont vraiment nazes, honnêtement. Et donc finalement, je vous passe les détails, nos PJ reprennent le contrôle de la situation, Nathias réussit à réveiller les autres, il y a plusieurs morts, et d'ailleurs Nathias à ce moment-là va faire preuve d'une certaine violence. Il va s'énerver, ce qui n'était pas trop le côté du personnage, c'est son côté un peu dark. Il va tuer plusieurs Bill et Bob, donc la révolte va se calmer très très vite, les autres vont pas moufter. Ce qui aura aussi beaucoup aidé dans cette situation, c'est que grâce à son charisme, le barde va réussir à retourner certains des mutins qui étaient pas forcément sûrs que c'était une bonne idée, leur dire mais qu'est-ce que vous faites, on est vos amis, etc. Ils vont reprendre le contrôle de la situation. Autre truc narrativement important dans cette scène, Nathias va utiliser son pouvoir du visiteur, donc c'est son patron vu que c'est un warlock, va utiliser son pouvoir du visiteur à la vue de tous, et donc tous vont commencer à comprendre qu'il se passe un truc bizarre autour de Nathias. Ils vont pas lui poser particulièrement des questions tout de suite, mais maintenant ils savent que Nathias a une part d'ombre. Je me demande si le fait qu'il lui ait pas posé 15 000 questions, c'est pas lié au fait que parfois on a tendance à confondre ce que nos personnages et les joueurs savent, ce qui peut arriver. Et les joueurs, en fait, étaient tous conscients de cette capacité de Nathias depuis les sessions précédentes, et donc l'ont peut-être pas vu comme un événement marquant. Je ne sais pas trop, j'avoue que là je suis un peu fatigué, peut-être qu'il y a eu des trucs, et que moi j'étais en train de penser à autre chose, mais voilà, ça n'a pas fait l'objet d'une scène importante, cette révélation, ça viendra peut-être à l'avenir. Et ce qui est important à retenir ici, juste, si je peux vous donner un petit conseil de MJ, c'est de essayer de faire en sorte que des PNJ qui semblaient secondaires deviennent un peu plus importants en termes d'intrigue à un moment donné. Ça donne l'impression que le monde est vivant. Enfin, c'est pas l'impression, pour le coup, ça rend le monde vivant, en l'occurrence. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un peu une conséquence logique. Ce qui est important dans un bac à sable, ce serait pas logique que les PNJ les suivent juste bêtement tout le temps. Surtout que c'est pas des aventuriers dans l'âme. Donc voilà pour cette scène qui a été pas mal appréciée, il y a eu du bon feedback là-dessus. C'était pas une scène bouleversante en termes d'intrigue et de ce qu'apprenaient les PJ sur l'univers, par contre en termes d'immersion, je pense que c'était intéressant. La deuxième rencontre qu'ils ont faite, toujours avec le système de voyage dont je vous parlais dans une vidéo précédente, la deuxième rencontre qu'ils ont faite, c'est les kobolds. Donc je vous la fais très vite celle-là, parce que finalement il s'est pas passé énormément de choses. Ils sont arrivés et ils ont vu des kobolds en train de s'en prendre à une charrette renversée et en train de la piller. Les PJ, assez intelligemment, donc moi j'ai fait un jet de réaction pour les kobolds étaient prudents, et ils allaient juste s'échapper du coup par défaut. Les PJ n'ont pas été agressifs et ont laissé les kobolds s'échapper. Ça aurait pu se passer très différemment. Et ça leur évite un combat qu'ils sont pas obligés de mener. Ils s'approchent de la charrette, ils voient que la charrette a été renversée par un piège laissé sur la route. Alors est-ce que c'est les kobolds, est-ce que c'est autre chose? Ça, ils savent pas trop. La charrette a été renversée, les chevaux sont morts, et le pilote, enfin le mec qui est dans la charrette, est mort aussi. Qu'est-ce qu'ils découvrent à ce moment-là? Ils découvrent que le mec dans la charrette, c'est un vieux, qui se fait passer en fait pour une sorte d'érudit. Et Merrick, en fouillant plus attentivement, Merrick c'est lui, découvre que ce vieux porte un miroir comme le sien. Donc, c'est-à-dire que le vieux fait partie des Capuchons, l'ordre d'agents secrets de la cité de Pagore dont fait partie Merrick. Il en apprend pas beaucoup plus. Je leur donne à ce moment-là un PDF
donc dans l'univers de jeu, c'est un livre, hein, évidemment, ce n'est pas un PDF, dans lequel il y a des informations sur l'histoire de la région. Je vais quand même vous dire ce que ça raconte vite fait. Comme ça, si mes PJ passent par là et qu'ils n'ont pas lu le PDF, ça leur donne une deuxième occasion d'en apprendre plus. Alors, qu'est-ce que ça raconte déjà? Moi-même, je me souviens plus exactement ce que j'ai écrit. Donc en fait, le mec se fait passer pour un érudit. Et je dis que la plupart des pages sont déchirées et tout, mais en gros, ça explique que par le passé dans la région, pour le lore, il y a eu l'ère des extérieurs, donc le mec c'est un historien. Il ne reste plus rien de cette époque. Il y a quelques témoignages donnés par les nomades de la plaie de Gedd. Donc la plaie de Gedd, c'est cette grosse région centrale de la map, c'est-à-dire un immense désert. Donc voilà, les quelques trucs qui peuvent être relatés de cette époque, ce sont ces nomades qui en parlent. On dit à cette époque qu'il y avait une grande civilisation mythique, la civilisation de Caron, qui dominait toute la région et qui était capable de voyager à travers le cosmos. Grotesque, n'est-ce pas? Ensuite, il y a l'ère des dragons, toujours selon cet historien. Donc évidemment, la vision d'un historien dans votre univers peut toujours être biaisée. Ça, si je peux donner un petit conseil, c'est quand vous donnez des documents, vous pouvez la jouer genre lore et juste donner votre lore tel quel. Mais en général, il faut, je pense, comme dans le monde réel, mettre un peu de subjectivité dans la manière dont cette histoire est racontée, faire qu'il y ait des lacunes, et éventuellement que ce soit utile à l'histoire. Alors là, je vous avoue, c'est pas forcément utile immédiatement à l'histoire pour les PJ, tout ce qui est écrit ici. Néanmoins, ça pourra leur donner des clés de compréhension par la suite. Ils sont pas obligés de le lire dans l'immédiat, mais c'est pour les PJ que ça intéresserait. Et je le garde relativement court d'ailleurs. Ça aussi, je pense que ça c'est important. Donc l'ère des dragons. Je commence déjà à diverger, j'avais dit que je ferais court. Les détails nous échappent encore. La théorie voudrait que, comme partout ailleurs, les dieux discordants, si tant est qu'il en fût qui eussent trouvé refuge dans cette région, vraiment, c'est léché, que les dieux discordants qui dominaient la région ont été chassés par la croisade de Sainte Arachnis. Donc Sainte Arachnis, c'est une divinité de la tour. Donc dans cet univers, les divinités de la tour affrontent les divinités discordantes. Donc Sainte Arachnis, divinité de la tour, aurait chassé les dieux discordants de la région. Ensuite, la civilisation de Pagor aurait commencé à grandir. Donc Pagor, c'est la cité qui est ici, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant, c'était un royaume. À l'époque moderne, pas contemporaine des PJ, c'est plus qu'une cité-état, mais avant, elle s'étendait sur toute la région. C'était un peu les successeurs de la civilisation de Caron. Ensuite a eu lieu un cataclysme qui est connu de tous, c'est-à-dire la colère de Gedd. C'est un cataclysme de type séisme, volcan en éruption très classique de fantasy qui a mis fin à tout ça, qui aurait probablement fait s'effondrer le royaume de Pagor et transformer Pagor en juste une petite enclave qui serait ensuite devenue une cité-état, qui aurait très certainement créé la plaie de Gedd, enfin qui aurait complètement modifié la région, quoi. Et enfin, dans ce bouquin, l'érudit nous dit qu'on parle de chevalier de Pagor, une ancienne institution militaire, peut-être cléricale, qui aurait affronté de mystérieux monstres reptiliens et des morts vivants. C'est en tout cas ce que laissent penser les fresques qui décorent la nécropole. Bref, c'est du lore, c'est aussi des rappels de choses qu'ils savent déjà, mais ça leur donne une autre vision. C'est pas essentiel que les PJ s'intéressent à ça, c'est optionnel. Le plus important à retenir de cette rencontre, c'est que Merrick découvre qu'il y avait un autre capuchon, donc un mec de son ordre, qui était sur la route de Tarasco et qui s'est fait éliminer. Deuxième chose importante, mais dont ils ont aucune clé de compréhension, sur la charrette renversée, il y a dessiné avec du sang et de la boue une sorte de tête de dragon un peu picturale, un peu enfantine, peut-être l'œuvre des kobolds, très probablement. Une tête de dragon sur la charrette. Les PJ ne savent pas ce que ça signifie. Ils continuent leur route. Donc entre chacune de ces rencontres, il y a une sorte de segment avec un jet de voyage. C'est ce que je vous expliquais dans la vidéo précédente. Je vous le passe parce que c'est relativement mécanique, même s'il y a un peu de narration. Ça a quand même donné lieu à quelques scènes émergentes. Par exemple, il y a Bizbil, donc un des Bills à un moment donné. Les PJ ont décidé que ce serait lui qui guiderait le groupe, qui, en émergence, à un moment donné, a dit je vais prendre les rênes du groupe, je connais un peu la région, qui les a guidés, et comme il connaissait la région, il en a profité pour passer près de chez lui, et chez lui, il n'y avait plus personne. Toute sa famille avait quitté sa maison, et donc Bizbil était un peu triste. Et de toute façon, notre bon Bizbil, il peut pas traîner chez lui, parce qu'il est obligé de rester avec Nathias, qui porte le seau, comme tous les Bill et les Bob. La troisième rencontre de ce voyage, c'est celle-là, donc c'est la plus complexe, j'essaie de vous la faire simple aussi. En gros, les PJ tombent sur des gens qui sont habillés comme des soldats de Pagor, donc Pagor la cité-état, et qui sont en train de racketter des paysans. Ils vont réussir à maîtriser la situation. Je vous passe les détails. Ce qu'ils vont apprendre, c'est que ces soldats de Pagor prétendus sont en fait des rages-fauchons déguisés en soldats de Pagor qui essayent de semer la panique et le trouble politique en se faisant passer pour des gens de Pagor. Ça fait que les gens de la région ne comprennent plus ce qui se passe. À la base, ils pensaient juste avoir affaire à des brigands, les rages-fauchons. Là, maintenant, il y a la rumeur qui commence à courir que des soldats de Pagor attaquent la région et tout, donc vraiment, ça fout un bordel politique pas possible. Deuxième chose qu'ils vont apprendre de cette rencontre, c'est que le chef des dits
des dits rages fauchons, là, qui se font passer pour des soldats, c'est Uzir, c'est ça. À un moment donné, ils vont retirer le home du chef et découvrir que sous ce home, c'est un hobgoblin du nom d'Uzir. Et Uzir, c'est un ami d'enfance de Lorga, notre hobgoblin à nous. C'est un ami d'enfance de Lorga. Ce que Lorga comprend, c'est que Uzir fait partie maintenant des hommes de Sharka. Donc les hommes de Sharka, qu'est-ce que c'est ? Sharka, c'est un royaume qui se trouve ici, donc au sud de la région dans laquelle on joue, qui est ici. Et en fait, Sharka, c'est un seigneur de guerre hobgoblin qui essaye de rassembler tous les clans hobgoblins et de les faire passer de leur sorte de tradition ancestrale clanique à une sorte de nation forte. Donc ils enlèvent des enfants, ils font un peu des enfants soldats et tout. C'est un peu une sorte de leader charismatique et violent des hobgoblins. Et Sharka, voilà, apparemment, notre ami Uzir fait partie des hommes de Sharka. D'ailleurs, il en profite pour dire à Lorga que Lorga est un traître à son espèce, à le traiter de tous les noms et même à essayer de le tuer. Donc les PJ se débarrassent d'Uzir. En interrogeant les autres gars qui eux sont pas des hobgoblins, ce sont des rages fauchons, des humains, un peu plus classiques de la région. Les humains sont l'espèce dominante dans la région. En interrogeant ces rages fauchons, ils apprennent que l'ancien chef des rages fauchons, un certain Boris, aurait été renversé au profit de Karnaka, une hobgoblin du royaume de Sharka, qui a pris les rênes des rages fauchons. Donc les rages fauchons, qui étaient juste une sorte de faction de brigands pêle-mêle, suivent maintenant un agenda, en tout cas les ficelles de leur agenda sont tirées par des infiltrés du royaume de Sharka. Ce qui ne rassure pas les PJ, parce que déjà que les rages fauchons c'est un problème, si maintenant ils se contentent plus de piller et qu'ils essayent de semer le trouble politique dans la région, c'est pas bon, c'est bon pour personne, quoi. En les interrogeant, ils apprennent aussi la localisation du camp des rages fauchons, ce qui leur permettra peut-être de s'y rendre plus tard. Les PJ, à partir de ce moment-là, décident de livrer les rages fauchons à Tarasco. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font ? Parce qu'effectivement, bon, déjà, aller à Tarasco, c'est dangereux, mais c'est pas complètement stupide. C'est peut-être là-bas qu'ils ont le plus de chances de se faire retirer leur sceau, de trouver de l'équipement et tout, parce que c'est une grande ville. Mais là, quand ils arrivent à Tarasco, ils décident d'aller directement voir les gardes pour leur livrer des rages fauchons. Le problème, c'est que ces gardes, potentiellement, peuvent les reconnaître, parce que au début de notre campagne, nos PJ, ils sont esclaves des hommes de Tarasco. Peu importe. On va voir comment ça va se passer. C'est ça, ce qui est fun dans le bac à sable. Donc ils arrivent à Tarasco. Rapidement, vous vous rappelez au début, je vous disais, Locke leur avait dit de poser un étui dans un puits. Ils hésitent à ouvrir l'étui et à lire le message, mais finalement ils se disent non, on n'est pas des enfoirés. On a dit qu'on livrerait le message sans regarder ce qu'il y a dedans. Ils le posent dans le puits. Ensuite, ils entrent dans la ville. Là, ils apprennent rapidement qu'il y a une hutte de sorcières ici, mais c'est anecdotique pour le moment, ça n'a pas trop d'intérêt. Quand même, pour rappel, dans les épisodes précédents, les PJ ont appris que c'est cette sorcière, très probablement, qui a créé le sceau, le fameux sceau problématique. Donc à un moment donné, trouver cette sorcière pour neutraliser complètement le sceau, ça pourrait être intéressant. Ils grimpent dans la ville haute, entre guillemets. Là, ils voient qu'il y a plein de réfugiés, des réfugiés qui disent « Des gardes de Pagor nous ont attaqués, les rages fauchons nous ont attaqués », la pagaille, comme on disait, le chaos politique, et qui se plaignent. Les gardes les surveillent, surveillent que ça y ait pas de débordement. Et là, je leur dis aux PJ, vous voyez la contremaître Calcas. La contremaître Calcas, les PJ savent qu'elle peut les reconnaître, c'est elle qui les surveillait quand ils étaient dans la mine. Donc c'est un indice de « Attention, il y a Calcas ». Néanmoins, les PJ... dans la même scène, c'est-à-dire... Alors peut-être qu'on s'était mal compris à ce moment-là, parce qu'après ils m'ont dit « Ouais, nous on pensait pas qu'on tomberait sur Calcas et que ça dégénérerait comme ça ». Dans la même scène, sans même essayer d'éloigner un garde de Calcas vraiment et tout, ils se pointent devant un garde, hein, pas devant Calcas directement quand même, ils sont pas fous non plus, et disent « Voilà, on a des rages fauchons ». Le garde arrache la chemise des rages fauchons qu'ils ont ramenés, reconnaît le tatouage des rages fauchons et dit « Ok, vous attendez une prime, quelque chose comme ça, attendez, on va vous trouver une récompense ». Le garde siffle, et là, Calcas arrive, et reconnaît les PJ. Les PJ reconnaissent Calcas. C'est rigolo. Et donc Calcas immédiatement rougit, pâlit, parce que le fait que les PJ soient esclaves, c'est tabou. L'esclavagisme est interdit, donc Calcas doit tout de suite étouffer l'affaire. Si les PJ commencent à expliquer qu'ils étaient réduits en esclavage et tout, ça va créer la panique. Bon, après, il faut encore qu'ils le prouvent, n'est-ce pas ? Donc Calcas dit subtilement, mais en insistant, « Ah, très bien, vous ramenez des rages fauchons, et ben venez, on va aller au château, on va aller voir le baron, et vous recevrez votre récompense. » Dans l'idée, évidemment, d'éloigner les PJ le plus possible et d'étouffer l'affaire. Méric, à ce moment-là, tente un truc. Il crie à la population « Ah, bah vous voyez, on peut aller voir le baron, les portes vont s'ouvrir et tout. » Parce que les gens là qui étaient dans la cohue, ce qu'ils voulaient, c'était parler au baron de tous leurs problèmes. Et ils disent « Pourquoi le baron descend pas ? On a plein de problèmes, c'est à lui de gérer la situation, non ?» et tout.
Donc lui, il essaie d'échauffer les esprits. À ce moment-là, je jette un dé pour voir... Enfin, déjà, il réussit son jet de charisme, donc ça marche. Mais je jette quand même un dé pour voir à quel point... comment la situation est gérée par les gardes, comment la scène évolue. Parce qu'on est en fin de séance, donc je vais accélérer un peu les choses. Et ce qui se passe, c'est qu'ils se font bel et bien emmener dans l'enceinte, et la porte se referme derrière eux, alors que la foule en colère fait pas content devant la porte. Et il y a une sorte de chef émeutier qui joint ses deux mains et qui fait: qu'est-ce que vous faites? C'est de la prise d'otage. Qui sont ces gens? Pourquoi vous les emmenez avec vous? Si ces gens ne sortent pas dans 1 heure, alors on met la ville à feu et à sang. Donc le jet de Merrick a bien un impact. C'est-à-dire que si notre groupe ne ressort pas vivant dans l'heure de chez le baron, la foule en colère peut peut-être passer à un niveau supérieur de violence. Néanmoins, ils n'ont pas réussi à créer l'émeute immédiatement. Ils sont donc, à la fin de cette séance, sur le point de rencontrer le baron Véron, plus ou moins le responsable, alors indirectement, hein, parce que c'est pas lui qui les a mis dans la mine, mais c'est lui qui chapeaute tout, quoi. Il est tout en haut de la hiérarchie de ce truc d'esclavagiste. Et la conversation qui va avoir lieu entre les PJ, le baron, à l'épisode suivant, hein, avec la contremaître, avec toutes les informations sur la géopolitique, etc., je pense que ça va être très, très dense. Comme tous les épisodes de cette campagne jusqu'à maintenant, c'est très, très dense. Politiquement, il y a beaucoup de couches. Là, pour l'instant, ils en ont découvert une partie, mais honnêtement, il y a des intrigues sur lesquelles ils ont, pour l'instant, même pas mis le doigt. Comment ils vont tirer leur épingle du jeu? Comme faction, on a la cité de Pagor qui voudrait que la situation soit sous contrôle, et Merrick fait partie des agents secrets qui est censé permettre ça. Le baron Véron qui est en train de perdre le contrôle de la région. Les rages fauchons qui sont maintenant au service du royaume de Sharka apparemment. Les chevaliers du franc-pays qui veulent renverser le baron, et plein d'autres petites pistes, comme par exemple le cercle des druides de l'œillet, sur lequel on va pas s'étendre parce qu'il n'y a pas encore eu de vraie interaction. Il y a, il y a le cercle des druides de l'œillet, il y a la province de Mérismar à côté, enfin, c'est un bazar, et je pense que la semaine prochaine, on va commencer à démêler cette situation. Il faut aussi savoir que l'horloge a pas mal tourné, et que d'ici très peu, il va se passer un événement majeur dans la région, qui va peut-être bouleverser la campagne. Donc voilà, c'était le récap de cette session. J'espère que ça vous a plu. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde ces épisodes, mais je trouve ça cool, même pour moi, en fait, honnêtement, de me faire des petits récaps comme ça me permet d'avoir plusieurs fois ressassé ce qui a été joué pour l'ancrer dans ma tête. Donc, je mets l'utile à l'agréable pour vous, je l'espère. Si vous voulez participer au succès de ce format, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like. Vous connaissez comment fonctionne YouTube, et vous savez aussi que tout ce qui se fait sur cette chaîne, c'est gratuit, hein, concrètement, pas seulement la Shadow March, mais aussi tout le reste. Donc si vous voulez soutenir, rendez-vous sur Tipeee, ce serait un immense plaisir et vraiment très gratifiant pour tout ce qui est produit ici, si vous vouliez participer à tout ça. Sur ce, moi je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que vous en avez tiré des choses, si ce n'est de l'inspiration, du plaisir, et je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Bonne partie de jeu de rôle.